Il s'est retrouvé, bien malgré lui parfois, au centre de plusieurs controverses, de l'abolition du stop sur les panneaux routiers jusqu'à la fusion Bécomo-Autrive. Bonjour, M. Lessard. Bonjour, Gilles. En 79, M. Lévesque vous change de ministère. Il vous envoie au loisir, chasse et pêche. C'est en principe un ministère moins important que transport. Est-ce que vous avez vu ça comme une, je sais pas, une perte de confiance? J'étais bien avec mon ministère des Transports, ça allait bien. Mais quelques mois avant le remaniement ministériel, il y avait eu un conseil national à Rivière-du-Loup. Et René Lévesque m'avait demandé d'aller avec lui parce qu'il s'attendait qu'il allait avoir des questions sur la question des ZEC, puis chasse et pêche, puis lui, il ne connaissait rien là-dedans. Alors, il m'avait demandé d'aller en ligne ouverte avec lui pour, des fois, s'il y a des questions sur ça, d'être là pour la faire. Et j'avais senti à ce moment-là que Lévesque m'avait tendu la perche pour la possibilité que je sois transféré. Il avait parlé d'un possible remaniement ministériel, puis transféré au loisir au chasse et pêche dans le temps. Ça fait que ça ne m'a pas tellement surpris. J'étais à Winnipeg, j'étais en conférence avec les ministres des Transports des différentes provinces, et ils m'annoncent ça. Bah, tu n'es pas capable au téléphone de discuter bien fort. Tu le prends ou tu le prends pas. Mais, dans le fond, chasse et pêche, pour moi, c'est un beau ministère. C'est un ministère que j'aimais. Alors, pour moi, non, c'était pas une démotion pour moi. C'était avec fierté. Parce que la chasse et la pêche, les parcs au Québec, c'est 2 millions de personnes. Là, juste la chasse, la pêche, il y a 1,5 million de personnes. Les parcs, l'accès aux parcs, etc., c'est un autre... Donc, ça touche bien du monde. Il n'y a pas eu l'abolition des clubs privés. Est-ce que c'est sous votre gouverne? Oui, disons que, oui, moi, je m'étais battu, certainement. L'abolition des clubs privés, il faut le dire une chose, l'abolition des clubs privés, puis l'ouverture des rivières à saumon, là, c'est 2 grandes réformes du gouvernement de M. Lévesque, du gouvernement péquiste, aussi importantes. On en parle moins. Mais vis-à-vis des Québécois, c'est aussi important que l'assurance automobile et la protection de territoire agricole. Rappelons quelques faits. 25 000 privilégiés contrôlaient 80 du territoire québécois de chasse et de pêche. Et là-dedans, il y avait 5 000 résidents américains. Des rivières à saumon, il était impossible, ou à peu près impossible à un Québécois, à moins d'être invité, d'aller pêcher le saumon. D'ailleurs, je faisais mes campagnes électorales sur ça. La libération des rivières à saumon, puis la libération de notre territoire de chasse et de pêche, c'est l'indépendance. C'est comme ça qu'on commence, l'indépendance. Libérer notre territoire. D'abord, une grande partie des rivières était contrôlée chez les Américains. Et c'était un point tel que Bétrinité, par exemple, on ne pouvait même pas aller regarder les gens pêcher le saumon sans que la Sûreté du Québec ou le garde-chasse nous arrive et nous dise hey, « vous dérangez les Américains ». Alors, je reste surpris, des fois, je rencontre des pêcheurs, je pêche encore le saumon, puis je rencontre des vieux pêcheurs qui me présentent à leur fils, qui disent à leur fils, bien écoute, c'est grâce à lui là, si on pêche le saumon aujourd'hui dans nos rivières. Alors, c'était plus délicat parce qu'il y avait les droits des Autochtones qu'il fallait, puis j'acceptais qu'il fallait reconnaître, malgré le fait qu'on m'a dénoncé aussi sur ce point-là. Et dès le début, moi, j'ai demandé je formais un comité de négociation, et dès le début, j'ai demandé à mes fonctionnaires de commencer à négocier avec les Autochtones.
Et la première négociation qui s'est engagée, c'est avec les Autochtones de Restigouche. Parce que la rivière Restigouche, c'est l'embouchure de plusieurs rivières à saumon, dont la Grande Cascapédia et la Petite Cascapédia. La Grande Cascapédia était sous contrôle américain. Et il y avait 18 kilomètres qui nous appartenaient au gouvernement du Québec, et j'allais leur annoncer aux Américains que je ne louais plus ça, que à moins qu'on fasse un groupement, un ZEC-SEMA, qu'on regroupe les rivières publiques et les rivières privées. Puis, comme les Autochtones étaient quand même des gens qui connaissaient la pêche au saumon, etc., qu'on forme une ZEC autochtone, américain et québécois, puis qu'on donne des jobs, d'abord, qu'on donne une partie du saumon en priorité pour l'autosuffisance aux Autochtones. C'était mon projet. Le climat s'est envenimé. C'était mon projet. Mais quand j'ai voulu fixer des quotas de prise aux Autochtones, ils m'ont envoyé paître en disant que c'était, avec raison probablement, c'était une nation, puis que ce n'était pas le gouvernement du Québec qui allait leur fixer des quotas, des journées de pêche, etc. Donc, là, ils ont envahi la rivière Restigouche, la rivière Cascapédia, de la Petite Cascapédia. Il y avait une centaine des filets, il y avait des filets. Il n'y avait plus un mot juste de saumon qui pouvait rentrer à travers ça. Alors là, j'ai demandé à garde-chasse de saisir les filets. Et là, ça a été un accueil non chaleureux, coup de feu. Gardes-chasse sont en danger, en situation dangereuse, etc. Et les gardes-chasse ont demandé la protection de la Sûreté du Québec. Sur ça, là, moi, j'ai perdu le contrôle. Je ne te dis pas que c'est la meilleure décision qu'on a pu prendre, là. Ils sont entrés en grande pompe dans la réserve, sans trop prendre de précautions. Il y a eu des actes répréhensibles de telle façon que ça a augmenté la crise autochtone. Les autres régions, la Côte-Nord aussi ont commencé à contester pour appuyer Restigouche. Alors, ça a été un été chaud. Quand on a vu, là, avec M. Lévesque, parce que j'étais toujours en contact régulier avec M. Lévesque sur chaque action que je prenais, là, on a demandé de retirer là, la Sûreté du Québec, là, puis un instant, là, puis pas avoir de raid, comme on appelait. C'était vraiment, là, comme on l'a appelé, la guerre du saumon. On a tempéré, mais là, ce qui arrive, c'est qu'on avait des saisies. On a saisi des camions de saumon à Montréal. On a trouvé du saumon. On a trouvé du saumon même dans les dépotoirs parce qu'ils vendaient le saumon 2 piastres la livre. L'année suivante, en 82, on a commencé à négocier plus de bonheur. Et c'est là qu'on a signé la première entente avec les Autochtones sur la gestion du saumon, en association avec les Autochtones, les Micmacs et les Blancs. Et par la suite, on a eu des ententes avec la Côte-Nord, graduellement, de telle façon qu'aujourd'hui, vous n'entendez plus de parler de guerre de saumon. En 79-80, on arrive au référendum, tout le débat qui précède. Est-ce que vous étiez favorable à la question qui était soumise aux Québécois? Oui, moi, j'étais d'accord avec cette question-là parce que il fallait, à mon sens, donner une certaine assurance aux Québécois. On allait négocier, on allait négocier avec le gouvernement fédéral. On se donnait un mandat. On demandait à notre population de nous donner un mandat de négocier avec le gouvernement fédéral. On ne demandait pas grand-chose. Un mandat de négocier avec le gouvernement fédéral. Et dans mon comté, je pense d'ailleurs, j'ai eu 69 % des voix au référendum. C'était très bien compris. Puis quand les gens disent que la question était mal faite, moi, non. Je trouve que la question nous permettait de respecter. Parce qu'il faut dire une chose, c'est important, puis je pense qu'on le dit souvent, l'évêque était très respectueux de la décision de son peuple. Puis il disait tout le temps, lui ou Claude Morin, il disait tout le temps, comment est-ce que tu tires sur une fleur, tu ne la fais pas pousser plus vite. Alors, je pense que c'était acceptable. Mais vous venez de le dire, le oui
a eu un très bon résultat, 69 dans votre comté, mais le non l'a emporté dans la grandeur du Québec. Comment vous avez réagi le soir? Est-ce que vous avez dit, ben, c'est fini ce projet-là, et peut-être même songé à démissionner? Oui, j'étais, c'est certain que moi j'étais venu à la politique parce que j'aimais la politique, mais j'étais venu au Parti québécois pour la souveraineté. C'est certain que j'étais, je me suis posé la question, j'étais énormément déçu. Mon comté m'avait donné 69 des voix. Je pouvais quand même pas laisser mon comté, puis dire à mon comté qu'il m'avait déçu. Il m'avait donné 69 des voix. Fait que c'est d'abord mon comté qui m'a maintenu, etc. Mais moi, par exemple, c'est qu'une fois quand j'ai décidé que je restais, c'est que moi, je ne sentais plus de légitimité. Le peuple québécois nous avait dit non, comme parti indépendantiste. Donc, je me disais qu'on n'était plus légitime comme parti politique, qu'il fallait aller en élection immédiatement. Et moi, je voulais qu'on aille en élection immédiatement parce que je me disais, on n'a plus de force devant Trudeau. Mais vous avez quand même décidé de vous représenter Oui, une j'ai quatrième fois. décidé de me représenter à cause, d'abord, de mon comté, puis deuxièmement, l'évêque m'avait dit, on va faire, je commençais d'abord à avoir des problèmes de santé. Alors, l'évêque avait dit, on va faire un bout. Faisons donc un bout encore, M. Lessard. Mais est-ce que vous étiez certain que le parti serait reporté au pouvoir malgré la défaite référendaire? Oh non, je n'étais pas certain du tout. C'est que qu'est-ce qui a fait qu'on a gagné? D'abord, la faiblesse de Ryan dans la campagne électorale. Deuxièmement, c'est que le peuple québécois veut sa ceinture et ses bretelles. Donc, le peuple québécois ne voulait pas, malgré le fait qu'on avait perdu le référendum, ne voulait pas mettre un chef faible devant Trudeau. Puis, le peuple québécois a toujours été réticent à avoir un gouvernement libéral à Québec puis un gouvernement libéral à Ottawa. Alors, je pense que cette réticence du peuple québécois a joué à l'occasion de l'élection 81. Monsieur l'évêque vous reconduit au ministère, à la direction du ministère des Loisirs, Chasse et Pêche. Si vous faites le bilan du temps que vous avez consacré à ce ministère-là, c'est autour de 3 ans, à part régler les guerres, là, les dossiers chauds, est-ce qu'il y a des choses que vous aimez souligner, vous aimez vous rappeler? Oui, c'était surtout, en fait, là, c'est certain que c'était, en plus des rivières à saumon, en plus des clubs privés, il y a eu, on commençait l'ouverture de l'Anticosti. L'ouverture de l'Anticosti, où on a établi des pourvoiries, parce qu'on ne voulait pas que ce soit le gouvernement qui mène tout ça. On voulait alléger ça, donc on a commencé à placer des pourvoiries à l'île d'Anticosti pour ouvrir ça à la population du Québec. Ça a été graduel. Après ça, Chevrette a continué mon travail sur ça. Il y a eu aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait eu le fameux problème de la boxe à Montréal et on a formé le Conseil de la sécurité dans les sports, qui aujourd'hui fonctionne encore. Là. Comme ministre des Loisirs, vous aviez aussi la responsabilité de la fête nationale. Ça a été, ça aussi, un dossier controversé. Oui. On se rappelle, la fête nationale était sous la responsabilité des sociétés Saint-Jean-Baptiste. C'était particulièrement la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal qui gérait ça. Excepté une fois, je pense, où Lise Payette avait fait la fête sur les Mont-Royal. Mais Claude Charon, dans son livre qui était Ministre des Loisirs, avait la responsabilité, Claude avait la responsabilité de la fête nationale. Et avait présenté un mémoire au Conseil des ministres, mémoire dans lequel il recommandait d'enlever la fête nationale au CCT Saint-Jean-Baptiste pour dépolitiser.
la fête nationale, parce que Saint-Jean-Baptiste était identifié comme un organisme péquiste, et il recommandait de créer un organisme, le comité d'organisation des fêtes nationales. Alors moi, quand Claude m'a remis le ministère des Loisirs, c'est-à-dire qu'il m'a remis les loisirs, j'ai hérité du dossier de la fête nationale. Et déjà, il y avait déjà eu un montant fixé de 3 millions de dollars pour la fête nationale, 3 200 000 pour la fête nationale à travers le Québec. Il y a eu un déficit globalement comme tel, là, de toutes les régions du Québec, etc. Globalement, c'était un déficit d'autour de 800 000 $. Ce n'était pas la mer à boire. D'ailleurs, il n'avait déjà eu des déficits. Lise Payette n'avait déjà fait ça quelques années avant, à un moment donné, si tu veux, de 500 000 $. Alors, ce fut un scandale, parce que c'était la fête nationale. Puis, on dirait qu'à ce moment-là, parce qu'on était un gouvernement indépendantiste, souverainiste, on aurait dit que certains journalistes voulaient nous empêcher d'essayer de toucher les sentiments nationalistes québécois. En fait, compte, tout ça s'est ajusté. L'année suivante, on a réduit, on a mieux contrôlé, on a aboli l'organisme concerné, on a remis ça au Saint-Jean-Baptiste, on a réduit les budgets, on a demandé aux gens de participer plus, etc. Puis ça s'est tout calmé. Mais pendant ce temps-là, pendant qu'ils nous tapaient sur la fête nationale, etc., le Canada fêtait sa fête avec des millions et des millions et des millions de dollars, puis ils ne calculaient pas les déficits, eux autres, il n'y avait pas de problème. Là. En 82, là arrive un dossier qui est dur à gérer, celui de la fusion Baie-Comeau-Haute-Rive. Comment vous avez hérité de ça? Parce que vous vous étiez prononcé plusieurs années avant contre les fusions forcées. Oui, j'étais encore contre. C'est que quand j'ai été nommé ministre, je voulais, d'abord, quand j'ai été nommé ministre, les deux maires, Boutin et Henry Lénard, sont venus me rencontrer. Ils m'ont soumis un certain nombre de dossiers à régler, concernant l'hôpital, le parc industriel, le train le bateau passeur entre Baie-Comeau et Sauport, entre Baie-Comeau, Société portuaire de Baie-Comeau, Matane. On s'engage dans la fusion. Alors, les deux maires m'ont envoyé une lettre, mon cher ami Lucien, bon, on te transmet ces dossiers, puis veuillez régler ces dossiers-là, puis on s'engage par la suite à soumettre à notre population la fusion des deux villes. Et André Nénurde avait signé ça, puis Maire Boutin avait signé ça, puis tout le monde était d'accord. Alors, c'est pas moi qui s'est engagé dans le dossier fusion, là. C'est les deux maires qui viennent me voir. Engagé dans le dossier fusion. Bon, oui. Mais le ministre Castonguay avait pris une décision sur le fameux hôpital de Baie-Comeau-Haute-Rive, puis il avait mis le développement de l'hôpital à Baie-Comeau, qui était un hôpital construit sur une colline inaccessible, etc., que ça n'avait pas de bon sens, alors que l'hôpital de Haute-Rive avait des possibilités d'agrandissement, etc. Alors, l'Azur vient voir ça. L'Azur change la vocation des deux hôpitaux, puis il dit, je ne vois pas le choix, il faut développer ça. L'hôpital régional à Haute-Rive, puis de l'hôpital de Baie-Comeau, on va faire un foyer pour centre d'accueil, etc. Là, quand l'Azur m'annonce ça par téléphone, le changement des vocations des deux hôpitaux, André Lénard, le maire de Baie-Comeau, est dans mon bureau. Lénard, lui, déclare que fini la fusion, le sort s'est mêlé de la fusion des hôpitaux Baie-Comeau-Haute-Rive. Il a manqué sa parole. On met fin aux négociations concernant la fusion. Donc moi, l'élection de 81, j'en fais mon deuil de la fusion. Je déclare, il me pose la question sur la fusion, je déclare officiellement que, bon, moi, écoutons, si on ne vient pas, les deux maires ensemble pour discuter, pas moi qui va les imposer la fusion, pas de fusion forcée. Je fais ma campagne sur ça. Salut, bonjour. Au cours de l'été, je devais entreprendre une tournée dans le comté. Alors, tout à coup, à ma surprise, il s'engage, il déclare ceci.
avant la fin de ce mandat, il n'y aura qu'une seule grande ville entre Bécomo et Autrive. Je suis abasourdi. Il ne m'a pas consulté du tout, il ne m'en a pas parlé. En mois de septembre, l'évêque arrive au Conseil des ministres, il n'y avait pas grand-chose sur le feuilleton. Tout à coup, l'évêque se retourne envers Jacques Léonard et Lucien Lessard. Et il dit et puis, quand est-ce qu'on fait ça, fusion de Bécomo? Bécomo-Autrive. Jacques reste bien surpris aussi. Puis M. l'évêque a un engagement pour lui, c'est un engagement, hein, c'était un engagement, il était bien respectueux sur ça. Je ne sais pas comment ça se fait qu'il s'était engagé là-dedans. Fait que là, moi, j'ai vu M. l'évêque, quelques minutes après, j'ai dit, M. l'évêque, je me suis engagé contre la fusion, etc. C'était pas facile de parler avec M. l'évêque, d'argumenter avec M. l'évêque. Bon, on réglera ça, puis voyez Parizeau, puis M. Parizeau va ajuster ça, puis il va régler ça. Bon, moi, je me dis à moi-même, commandement de premier ministre, c'est un ordre. Puis c'est un ordre, commandement de premier ministre, là, il n'y a plus parce qu'il y avait une loi concernant les fusions, quels sont les montants d'argent qu'ils donnent en cas de fusion, puis etc. Bon, j'ai dit, si c'est un ordre du premier ministre, la loi, ça ne s'applique plus, là. Monsieur Parizeau, vous allez ouvrir la bourse, puis vous allez aider à faire la fusion de Bécomo-Autrive. Et ce qui est important, c'était d'égaliser afin de permettre que les gens de Bécomo ne payent pas plus de taxes que les gens d'Autrive, m'a donné à cause de la fusion, etc. Alors, c'est comme ça qu'on s'est engagé, mais c'est certain que moi, j'ai dû prendre le parrainage, comme c'était dans mon comté, de parrainage, dans l'espoir de recevoir l'appui de M. l'évêque. Vous n'aviez pas son appui. M. l'évêque voulait faire la fusion, mais il ne s'est pas exprimé officiellement en faveur de la fusion. M. l'évêque, quoi qu'on en dise, et quoi qu'on s'en rappelle, envoyait plusieurs fois, à plusieurs reprises, envoyait ses ministres dans l'eau chaude. Puis, demêlez-vous. Demêlez-vous. C'était un peu le cas pour le saumon. C'était le cas pour son engagement. J'ai jamais dit, c'est la première fois là, que je parle de l'engagement. M. l'évêque avait déclaré à ce moment-là, la fusion, oui, c'est une décision gouvernementale. Il l'a déclaré à Montréal, mais il ne l'a jamais déclaré à l'Assemblée nationale. C'était une décision du Conseil des ministres, une décision gouvernementale, puis faire un discours pour m'appuyer, ça aurait coupé 50 des contestations. De plus, c'est qu'on a déposé la loi au mois de novembre. Alors, toutes ces tergiversations-là ont fait qu'à Noël, la loi n'était pas adoptée. Mais la loi n'étant pas adoptée à Noël, ça a permis à tous les groupes de Bécomo de s'organiser, les compagnies de subventionner ces groupes-là, etc., de telle façon qu'au mois de juin, là, les gens étaient organisés, puis qu'ils étaient beau temps, etc., pour contester la loi. Et c'est là qu'est arrivé tous les problèmes qu'on a vécus à l'Assemblée nationale et dans la région de Bécomo. Pour moi et ma famille, c'était une des pires périodes de ma période parlementaire. D'une part, parce que des gens qui m'avaient appuyé, des gens qui étaient PQ, puis que je respectais, maintenant étaient anti-Lessard complètement. Alors, je n'étais plus capable de me présenter à Bécomo, ou même en arrivant à l'aéroport de Pointe-aux-Outardes, manifestations de citoyens, etc. Menaces continuelles. Si j'allais faire du ski, parce que le centre de ski était situé à Bécomo, mais là, c'était menaces, dangers, etc. Ma famille menacée, des lettres avec une balle dedans, dire la prochaine statue. D'autres lettres avec différents produits très, très soporifiques qui étaient dedans. Après ça, il y a eu manifestation à l'Assemblée nationale qui était 7-8. Là, moi, les deux bras m'ont tombé. Est-ce que j'ai eu peur? Je sais bien que je n'ai pas eu peur. On avait vu d'autres choses à ça. Les camionneurs, quand les gens disent que de ça... il criait « Debout, lève-toi d'or, debout, debout, debout ». J'étais tellement découragé de voir ça. Mais finalement, la fusion s'est faite, mais vous en avez payé le prix. Vous avez
Vous avez quitté peu de Oui, temps après. c'est certain que j'avais eu à ce moment-là, pendant une période là, de 82, il y avait eu le saumon, puis j'ai eu la fusion de Bécomo. Je commençais à être très, très stressé. Puis ma famille aussi, là, mes enfants se faisaient aborder quand ils allaient faire du ski. C'est arrivé une ou deux fois que la Sûreté du Québec a dû intervenir pour me protéger, même dans ma maison chez nous, parce qu'il y avait des menaces à la bombe, puis des affaires, etc. Donc, et ma santé se dégradait. Alors, Puis, il y avait le fait que je n'avais pas senti l'appui positif de M. Lévesque. En ne sentant pas l'appui positif de M. Lévesque, et M. Lévesque nous avait dit aussi, quand on a été nommé ministre, que nous étions d'abord des députés. Alors, j'avais compris ça. Puis, un ministre, après 2 termes, 6 ans, là, moi, des ministres là, qui restent 20 ans à la même place, puis l'affaire, puis etc., là, je ne crois pas qu'après un certain temps, je regrette, mais le spirit disparaît. L'avez-vous regretté? Je n'ai pas regretté d'avoir laissé mon ministère à ce moment-là, puis d'affaires. C'est quand est arrivé le Bloc québécois où là, j'ai eu envie de reprendre un gros défi qui m'aurait fortement intéressé. C'était de me présenter contre Brian Mulroney dans Manicouagan. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? C'est parce que Brian a démissionné. Mon défi était parti. C'était en 93? En 91, que j'avais annoncé en 91, mais pour me présenter en 93. Dans le comté, ça aurait été certainement chaud, mais le comté était tellement péquiste que, d'ailleurs, le Bloc québécois a pris le pouvoir après, que j'avais des grosses chances de gagner, mais ça aurait été une belle bataille. Alors, vous avez parlé beaucoup de M. Lévesque. Durant la période où vous avez siégé au Conseil des ministres, vous avez eu diverses responsabilités, est-ce que vous aviez des relations plus serrées avec lui? Quel genre de relations faites? On jouait aux cartes. Le fameux club de cartes. Non, M. Lévesque, probablement, M. Lévesque, pour des raisons que je reconnais, M. Lévesque, à part quelques gens très, très proches de lui, dont Marc-André Bédard, évitait de se faire ami trop proche avec ses députés et ses ministres. Particulièrement ses ministres, moins ses députés. Particulièrement ses ministres parce que j'ai l'impression que M. Lévesque voulait être libre d'être capable de dire à un ministre « Tu ne fais plus l'affaire, tu t'en vas ». Tandis que quand tu lis des liens d'amitié trop forts, c'est plus difficile de prendre ces décisions-là. C'est un bonhomme qui était extraordinaire, en tout cas, moi je pense que c'était un des grands leaders du Québec. Mais c'était un monsieur avec lequel c'était plus facile pour un chauffeur de taxi de discuter avec M. Lévesque que pour un de ses ministres. Et je m'en suis aperçu un peu, je pensais que j'étais tout seul dans le coin, mais quand j'ai démissionné, j'avais demandé à M. Lévesque de parler au Conseil des ministres un peu, de le saluer, etc. Puis j'avais souligné ça, M. Lévesque, que de temps en temps, une tape de dos, ça voit qu'on fait une bonne job. Au moins comprendre que le premier ministre a confiance en nous autres, puis qu'on fait une bonne job, puis il est satisfait de notre job. Au moins le savoir, au moins le sentir. Et il me semble que ça m'aurait donné 25 de plus de possibilités, plus de spirit. Tape d'agneau, ça n'existait pas, M. Lévesque. Mais par exemple, quand on faisait un mauvais coup, là, on en entendait parler. Alors, c'était curieux, mais quand j'ai eu à parler au Conseil des ministres, j'ai constaté que 90 des ministres sentaient le même problème que moi j'avais senti. Qu'ils n'étaient pas capables de discuter, parler avec M. Lévesque de dossiers ou de se connaître son opinion sur la façon dont gérait notre ministère. On ne le savait pas. Fait que c'était pas facile de gérer. Moi, j'ai eu à gérer du monde, j'ai eu à être directeur de CLSC, puis une tape sur l'épaule, je sais comment c'est important pour dire à quelqu'un « Continue comme ça ». Merci, M. Lessard. Merci beaucoup, M. Morin, c'était très agréable. Pour moi aussi.